D'abord, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour venir écouter Victor Delarbol dans le cadre, je le rappelle, du festival Lettres du Monde qui débute et qui va se dérouler pendant plusieurs journées encore dans énormément de médiathèques du territoire. Quand je dis du territoire, c'est vraiment du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de la Gironde, qui donc accueille cette année parmi ses différents auteurs Victor Delarbol, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui est donc né à Barcelone, dans une famille nombreuse, qui a fait des études d'histoire, qui ensuite a travaillé dans la police de Catalogne, et qui publie son premier roman en 2006, El peso de los muertos, mais c'est le second, qui paru quelques années plus tard, La tristeza del samurái, qui lance véritablement sa carrière. Le roman sera traduit dans une douzaine de langues, remportera le prix du Polar européen en 2012. Il sera suivi de Toutes les vagues de l'océan, qui en France sera consacré par le prix du Polar SNCF et surtout le Grand Prix de littérature policière. À ce jour, 8 romans ont été publiés en traduction française. Je ne sais pas si on a un 9e qui existe en espagnol qui n'a pas été traduit encore. 2, ok. Donc le premier paru en France, c'est La tristesse du samouraï, en 2012. On est dans l'après-guerre espagnole, après une tentative de coup d'État en 1981. Il y a une saga familiale qui se développe, qui abonde en complot, en enlèvement, en trahison sur 3 générations. Un instituteur de village s'éprend d'une femme qui est trop grande pour ses rêves. Et cette faute originelle va transformer les enfants en psychopathes, les victimes en bourreaux, et le code de l'honneur des samouraïs en un impitoyable massacre. On commence donc très fort avec un roman très noir, et ça va se poursuivre en 2013 avec La Maison des Chagrins, où là on est avec une violoniste virtuose qui commande à un peintre le portrait du magnat des finances qui a tué son propre fils, afin de tenter de déchiffrer sur le visage de cet homme la marque de l'assassin. Dans ce roman, Victor Delarbol livre une galerie de personnages, d'êtres assez tourmentés, enfermés dans un drame qui a figé leur existence. Donc notamment, il y a un jeune Chinois androgyne qui fait commerce de son corps, il y a un fils de combattant de l'OS qui est enrichi par le gaz et le pétrole à Alger, un ex-agent de police politique de Pinochet, un Arménien, son faux Anilois, une jeune fille abusée par l'amant de sa mère, un mercenaire soufi. C'est un roman puzzle assez terrifiant, mais bourré d'humanité. On arrive à Toutes les vagues de l'océan en 2015. Le personnage principal, c'est Gonzalo Gil, ou Gil, je suppose qu'on dit Gil, apprend que sa sœur s'est donné la mort dans des circonstances tragiques. C'est alors que des secrets de famille ressurgissent, et c'est aussi pour lui l'occasion de découvrir l'homme qui était son père, de l'enfer du goulag des années 30 à la Barcelone affairiste contemporaine. C'est un roman qui est une véritable fresque, c'est un gros roman, fresque du XXe siècle, où Victor Delarbol revient sur les utopies et les abjections humaines. Ensuite, il y a eu La veille de presque tout, en 2017, où il est question d'un inspecteur, l'inspecteur Ibarra, qui est un homme rongé par les remords, qui est appelé au chevet d'une femme, grièvement blessée, et qui ne veut parler qu'à lui. Et ensemble, ils vont remonter le temps, en quelque sorte, quand leurs vies se sont entremêlées. Victor donne à lire un roman choral assez saisissant sur la noirceur des âmes. Par-delà la pluie, en 2019, où l'auteur met en scène 2 seniors, Miguel et Elena, dans un autre registre cette fois, qui se rencontrent dans une résidence, qui prennent la route au volant d'une voiture pour Madrid, Barcelone, Malmö, et au fil de cette sorte de road trip, chacun sera un peu le miroir de l'autre dans une quête de vérité pour pouvoir refermer les blessures traumatisantes de l'enfance et trouver enfin la paix de l'âme. Le poids des morts, qui paraît en 2020, mais qui en fait était le premier roman paru en Espagne, où il s'agit donc en novembre 1945 d'un personnage qui s'appelle Naum Marquez, qui est condamné à mort pour l'assassinat de la femme d'un dignitaire du régime franquiste. Et 30 ans plus tard, Lucia rentre à Barcelone après un long exil en compagnie des fantômes qui l'ont fait fuir à Vienne à l'époque. Le généralissime Franco agonise à ce moment-là, et avec lui, c'est l'Espagne décrépite et violente, incarnée par un commissaire de police, Ulysse, qui est prêt à livrer sa dernière bataille. L'avant-dernier roman, qui s'appelle Avant les années terribles, que vous pourrez trouver en sortant et qui est pas sorti en poche chez Babel. Alors on est encore dans un changement de registre, cette fois-ci avec un roman africain, où on est avec Isaé, un Ougandais qui vit à Barcelone depuis son adolescence et qui est appelé à Kampala
pour participer à une conférence sur la réconciliation nationale. C'est un ancien enfant soldat. Il est à présent désigné pour identifier les vieux leaders de l'armée de résistance du seigneur de guerre Joseph Kony. Donc l'homme d'aujourd'hui doit apprendre à pardonner à l'enfant d'hier, celui des années terribles. Mais Isaïe est aussi un appât, chargé de faire sortir du bois ces anciens leaders qui forment un coup d'État depuis le Congo voisin. Et enfin, le dernier paru en France, Le Fils du Père, donc ce roman-ci, qui paraît en 2023 et où on est très vite plongé dans le bain d'une unité d'évaluation de soins psychiatriques où un homme, Diego, raconte la malédiction qui poursuit sa famille. Il a fait de brillantes études, il avait la responsabilité de, on va dire, rompre le sacrilège familial. Et malheureusement, à l'instar de ses aïeux, il est lui aussi devenu un assassin. Le roman parcourt les blessures saillantes de l'histoire espagnole du XXe siècle, met en scène 3 générations d'hommes condamnés à faire le mal. C'est un roman très fort et infiniment ténébreux, tragique, qui met en scène des hommes déchirés et parfois déchirants, tout à la fois déchirants. J'ai été un peu long, j'ai fait cette longue bibliographie. Je me suis permis de faire ce récapitulatif parce que dans vos romans successifs, il y a des lignes de force et des thématiques sur lesquelles on va revenir, puisque Le Fils du Père mélange un peu toutes ces lignes de force des romans antérieurs. Je dirais que c'est à la fois une façon de retrouver la noirceur qui est, on va dire, au centre de la plupart de vos livres, et en même temps, on a l'impression qu'il y a une volonté d'aller ailleurs, on va dire, de chercher un autre registre. Ce qui m'a un peu surpris, j'avais surtout lu les premiers romans, notamment ceux qui ont été les plus connus en France. Souvent, particulièrement dans les auteurs de romans noirs, quand un auteur a du succès, ce qui était vraiment le cas avec toutes les vagues de l'océan en particulier et la tristesse du samouraï, il a tendance à vouloir un peu refaire le même, c'est-à-dire travailler sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a marché. Or, dans votre bibliographie, et c'est ça qui me semble intéressant, alors, notamment le roman africain parmi les derniers parus, on sent que vous avez cette volonté de ne pas refaire le même, justement, d'aller chercher un peu ailleurs. Est-ce que, pour faire simple, c'est parce que vous avez cette ambition de creuser des sillons différents, ou est-ce que tout simplement parce que vous fourmillez d'idées et de personnages et qu'à chaque fois vous allez partir sur un autre registre? Bonsoir à tous. Je vais dire quelques mots en français pour commencer. Je vais remercier Lettres du Monde. J'étais il y a des années ici. Je garde un grand souvenir. Et merci à la bibliothèque aussi. Moi, je suis écrivain grâce à une bibliothèque. Donc, pour moi, c'est toujours un bonheur de venir parler des livres dans une bibliothèque. Je vais pasar al español. Voy a pasar al español. Es una pregunta muy interesante que no me han hecho nunca. C'est une question très intéressante qu'on ne m'a jamais posée. Empezaré diciendo que todo buen novelista debe tener la vocación de ser un gran escritor. Je commencerai par dire que tout bon romancier doit avoir l'opportunité, l'occasion d'être un bon écrivain. Un gran écrivain. Un grand écrivain. ¿Qué significa esto? Qu'est-ce que cela signifie? Significa que uno tiene que ir más allá de la anécdota. Cela signifie qu'il faut aller au-delà de l'anecdote. Que uno no escribe una novela anecdótica, sino que escribe una obra, construye una obra. On n'écrit pas simplement un roman anecdotique, mais on construit une œuvre de roman. Es decir, construimos un universo identificable. Donc on construit un univers qui peut être identifiable. Entonces, la primera parte de tu pregunta, que es muy interesante. Dans la première partie de ta question, qui est très intéressante. Nada capciosa, por cierto. Comment? Nada capciosa. Qui n'est pas du tout, en fait... Maline. Douteuse. Es verdad que el Hijo del Padre comparte parte del contexto histórico con otras novelas mías.
C'est vrai que Le Fils du Père partage le contexte historique d'autres romans que j'ai déjà écrits. Y es cierto que se repiten patrones en las relaciones familiares, etc. Et c'est vrai qu'il y a des modèles qui se répètent par rapport aux relations familiales, etc. Pero en realidad es porque para escribir El Hijo del Padre tenía que haber escrito 3 novelas anteriores. Mais en réalité, parce que pour écrire ce roman, il aurait fallu que j'écrive 3 romans avant celui-ci, 3 autres romans. Y El peso de los muertos, Et dans le cas du poids des El poids du morts, mort, La tristeza del samurái ou La tristesse du samouraï, o Un millón de gotas o Tous les vagues de l'océan. ou Toutes les vagues de l'océan. Y el cierre Et la clôture, es El Hijo del Padre. c'est en quelque sorte Le Fils du Père. Esas 4 novelas reflejan ce que vous disiez que j'aime beaucoup, enquête de vérité, y que yo llamo una encuesta sobre la memoria. Ces 4 romans reflètent en réalité ce que vous appelez une enquête de vérité, que moi j'appelle une enquête sur la mémoire. Sobre la memoria de mi país y sobre la memoria familiar. Sur la mémoire de mon pays, mais aussi sur la mémoire familiale en général. Entonces es una evolución consciente. Donc c'est une évolution constante. No Consciente, pardon. Sí, no es una voluntad de repetirme a mí mismo. Ce n'est pas vraiment une volonté de me répéter moi-même. Y por otro lado, el hecho de escribir El Hijo del Padre me permite una cosa muy, muy interesante. Et le fait d'écrire Le Fils du Père m'a permis de faire quelque chose de très intéressant. Y es descubrir el tipo de escritor que soy. Et de découvrir quelque part quel type d'écrivain je suis. Por razones que quizá hablaremos, este libro ha sido el más difícil de escribir para mí. Pour plein de raisons dont on parlera peut-être, ce roman a été l'un des plus difficiles à écrire pour moi. Y una vez acabado, he cerrado ese ciclo de la memoria y he podido pasar a otras cosas. Et une fois ce roman fini, en fait, j'ai pu fermer ce cycle de la mémoire et passer à autre chose. Veréis pronto publicado el próximo libro que ya no tiene nada que ver con este universo. Bientôt, vous allez pouvoir trouver en librairie publié le prochain roman qui n'a strictement rien à voir avec ce type de roman. Alors, le prochain n'aura rien à voir, mais là, on va revenir là-dessus, parce que c'est pour celui-là qu'on est là. Et celui-ci, comme vous dites, il fait la synthèse un petit peu des premiers... Alors, sur plein de sujets différents, alors vous les avez nommés, on va revenir dessus, parce qu'il y en a 2 en particulier qui sont excessivement marquants. C'est la question des relations familiales, quasiment toutes hantées par l'expérience de la guerre, d'une part, mais c'est aussi surtout le poids de l'histoire, alors dans vos livres, mais je dirais au-delà de vos livres, c'est-à-dire de votre propre obsession personnelle, et votre formation d'historien n'y est pas pour rien, je pense. Au-delà de ça, il y a une forme d'âme espagnole. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire le poids d'une mémoire, et on va peut-être se tourner autour de ça tout à l'heure, d'une mémoire pas forcément bien traitée ou mal traitée. Donc vous revenez en 2 mots sur l'histoire de l'Espagne dès le départ, particulièrement évidemment 1936, le personnage de Joaquim qui est un oncle, un grand-oncle de Diego, et qui prend fait et cause pour la Révolution et se fait attraper par les franquistes et mal lui en prend à tous égards. Vous revenez bien sûr sous la société espagnole post-36, c'est-à-dire sous le joug de la dictature franquiste. Cette trame historique qui est donc, comme vous le dites, la clôture des 3 précédents romans dans celui-ci, en quoi, vous en tant que personne et vous en tant qu'auteur, elle vous pèse à ce point? Este hombre pone preguntas muy interesantes. Me gusta mucho. Vous me posez des questions vraiment très intéressantes. Hay una visión de la historia ideológica. Il y a une vision de l'histoire idéologique. Y luego hay una visión de la historia sin ideología. Et après, on peut trouver une vision de l'histoire sans idéologie. La visión política del discurso de la historia me interesa poco.
La vision politique du discours de l'histoire m'intéresse bien peu. Me interesa más la visión de la no historia. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la vision de la non-histoire. Es decir, aquella historia que es protagonizada por personas que no comprenden lo que está pasando. C'est-à-dire cette histoire dont les protagonistes sont des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, Pero que finalmente son los que sufren la historia. mais qui sont finalement ces personnes qui subissent l'histoire. Lo que a mí me interesa de la literatura es darle voz a la gente que no cabe en la historia oficial. Ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est de donner une voix aux personnes qui n'ont pas leur place en fait dans l'histoire. ¿Por qué? Porque escribir desde la ideología significa coartar la verdad. Parce qu'écrire depuis l'idéologie, en fait, c'est quelque part donner un alibi à la vérité. Es decir, justificar los hechos a partir de nuestras creencias. Donc justifier les faits à partir de nos croyances. A mí lo que me interesa es la gente que no tiene ideología, pero sí tiene valores, ideales. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les personnes qui n'ont pas d'idéologie, mais plutôt des idéaux et des valeurs. Y lo explicaré de una manera muy breve, porque además hace poco he tenido este debate muy interesante con otro escritor. Et je vais l'expliquer de façon très simple et très brève, puisque j'ai déjà eu ce débat récemment avec un autre écrivain. En 1939, el 60% de la población española era analfabeta. En 1939, 60% de la population espagnole était analphabète. El 45% de la población vivía en zonas rurales. Et 45% de la population vivait dans des zones rurales. Eso por un lado. El comunismo, por ejemplo, la militancia comunista en 1939 era minoritaria. Et donc, ça, c'est d'un côté. Et la vision communiste, en fait, en 1939, était Minoritaria. était totalement minoritaire. ¿Qué significa esto? Alguien que nace en 1939 y muere en 1975 no ha conocido más que la historia oficial, es decir, el franquismo. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'une personne, en fait, qui est née en 1939 et qui est morte en 1965 n'a pas connu d'autres idéologies qu'en fait que l'histoire franquiste. 65, non? 75. 75. 75. 75. ¿Significa eso que sociológicamente la sociedad española era franquista? No. Est-ce que sociologiquement cela signifie que toute la société espagnole était franquiste? Non. Significa que la mayor parte de la sociedad española era apolítica. Ça signifie que la majeure partie de la société espagnole était apolitique. El antifranquismo nace de las élites culturales. L'antifranquisme est né en fait dans les élites culturelles, Como nace el marxismo. comme est né d'ailleurs le marxisme. Es decir, son aquellas personas que tienen una formación suficiente para poder analizar los hechos históricos con una visión de conjunto, las que llevan a la lucha contra Franco. Et ce sont en fait des personnes avec une formation qui sont capables d'analyser des faits historiques et qui sont capables d'avoir une vision conjoncturelle générale pour pouvoir lutter contre le franquisme. Aquí lo que tenemos es una serie de personajes que son víctimas de la historia. Ici, ce que nous avons, c'est une série de personnages qui sont victimes de l'histoire Y víctimas de la ideología, de un lado y de otro. et victimes de l'idéologie, d'un côté comme de l'autre. Y que lo único que pretenden es sobrevivir. Et la seule chose qu'ils souhaitent faire, c'est de réussir à survivre. Y para sobrevivir solo tienen una cosa, que es un sentido instintivo de la justicia, de lo que está bien y de lo que está mal. Et pour survivre, la seule chose dont ils disposent, c'est en fait leur instinct de la justice, de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors, vous parlez des survivants, et je reviens sur une petite partie de ma question, sur la question de ces familles qui sont hantées par la guerre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est propre aussi? Porque la violencia es el lenguaje más antiguo del ser humano. La violence est le langage le plus ancien de l'être humain. Antes de aprender el lenguaje articulado, ya practicábamos el lenguaje de la violencia. Avant d'apprendre en fait le langage articulé, le langage, on connaît déjà le langage de la violence. Es decir, cuando el
oficio de vivir consiste en sobrevivir, quand le métier de vivre, en fait, consiste en réalité juste sur essayer de survivre, que es el caso de estos personajes están condenados a sobrevivir, no pueden vivir. et c'est le cas de ces personnages, parce que ces personnages-là sont condamnés, en fait, à survivre, ils ne peuvent pas vivre. Son víctimas de ese eufemismo que significa ganarse la vida. Ils sont victimes de cet euphémisme qui est gagner son pain, gagner sa vie. Entonces, esta gente solo tiene dos pulsiones, por un lado. Una es el miedo, Ces gens-là n'ont que deux pulsions, en fait. D'un côté, la peur miedo a perder lo poco que tienen, de perdre le peu qu'ils ont pu avoir, obtenir, miedo a ser invisibles, a no Peur. existir, peur d'être invisible, de ne pas exister, miedo al marido, peur du mari, miedo al capataz. peur du chef, du maître d'œuvre. Ese miedo lo que hace es generar una necesidad de respuesta. Et cette peur génère en fait un besoin de réponse. Y la única respuesta para gente que no tiene modo de articular su ira es la violencia. Et la seule réponse que peuvent avoir ces personnes qui ne peuvent pas articuler leur colère, leur peur, c'est la colère. Y es una violencia que nace del rencor. Et c'est une violence qui naît dans la rancœur. El rencor de no poder respirar, de no poder vivir La rancœur de ne pas pouvoir respirer, de ne pas pouvoir vivre y tener que callar. et devoir se taire. Entonces, esa violencia se gira hacia adentro, hacia la familia. Et donc cette violence se retourne vers l'intérieur, vers la famille. Simón, el abuelo del protagonista, no puede manifestar hacia el exterior toda la rabia que siente. Simon, par exemple, le grand-père du protagoniste, ne peut pas en fait manifester vers l'extérieur et montrer en fait toute la rage qu'il a à l'intérieur. Porque tiene miedo. Car il a peur. Tiene miedo de que lo echen del cortijo. Il a peur d'être renvoyé du cortijo, de la hacienda. Tiene miedo de perder lo poco que ha conseguido, la poca influencia que ha conseguido. Il a peur de perdre le peu d'influence qu'il a pu obtenir et le statut qu'il a pu avoir. Entonces soporta en silencio todas las humillaciones. Donc il supporte en silence toutes les humiliations qu'il subit. Y paga con los que tiene en casa. Et il paye, bien sûr, il fait payer les pots cassés à toute sa famille, aux gens de la maison. Se venga en quien se puede vengar, que es su familia. Il se venge des seuls dont il peut se venger, c'est-à-dire sa famille. La cuestión interesantísima de esta novela, aparte de la historia, que pueda estar muy bien, La question la plus intéressante, en fait, dans ce roman, en dehors de l'histoire qui peut être très bien aussi, es si existe una memoria genética del dolor. c'est en réalité s'il existe une mémoire génétique de la douleur. Si los hijos podemos heredar los pecados, los errores de nuestros padres. Si nous, les enfants, pouvons hériter les péchés, les erreurs de nos parents. Alors, on va revenir sur tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Je voudrais juste quand même essayer de recentrer un tout petit peu sur l'histoire du roman pour vous présenter qui est qui dans le roman, parce qu'on en parle comme si c'était une évidence. Évidemment, pour Victor, c'est une évidence. Pour vous, pas forcément. Donc, il y a un personnage principal qui, lui, se raconte, pour le coup, lui, il parle beaucoup, c'est Diego, qui est le troisième de la génération, qui est dans une unité psychiatrique et qui se raconte avant son procès, un procès pour meurtre. Tout en se racontant, on a une autre ligne narrative qui va revenir sur l'histoire de son père et une troisième qui reviendra sur l'histoire du grand-père. Alors le père qui n'est pas nommé, dont vous découvrirez le prénom à la fin du roman, et le grand-père qui se prénomme Simon, qui chacun d'eux a subi les travers de l'histoire, a subi aussi des épisodes guerriers particulièrement traumatisants, qui sont des survivants et en même temps des tyrans domestiques, des malfaisants, des hommes violents, et en même temps bourreaux et victimes à la fois.
pour recentrer un petit peu sur le roman en tant que tel, Diego donc, est enfermé dans une aile psychiatrique. C'est un homme qui, pour le coup, n'a pas le même atavisme dans son parcours, puisqu'il est professeur d'université, il est marié, il est père d'une jeune fille, tout va très bien dans sa situation professionnelle, en tout cas tel qu'on le pense à l'origine. Et pourtant, dès les premières pages, on sait qu'il a enlevé, torturé, tué quelqu'un. C'est un aveu immédiat. En faisant cet aveu dès le début du roman, et on dit de vous que vous êtes dans le genre noir ou policier, mais pour moi, vous êtes uniquement dans le genre du roman noir, parce qu'en l'occurrence, en faisant cet aveu, dès le départ, on n'est pas dans une enquête policière. On ne cherche pas à savoir qui a tué, on le sait tout de suite qui a tué. Donc la question ne va pas être de savoir qui a tué, ni même comment, c'est un peu subsidiaire, mais plutôt le pourquoi de cet acte. Est-ce que ce livre qui est profondément ancré dans le roman noir a été en même temps pour vous une façon de flirter avec la littérature blanche, tout en utilisant les codes du policier? Je dis ça parce que cet homme, il n'est pas professeur de n'importe quoi, hein, il est professeur de littérature et de littérature russe. Il est grand lecteur de Dostoïevski. Il y a énormément de références littéraires dans le livre. Donc c'est pour ça que je prends ce petit biais pour savoir si, en fin de compte, la littérature noire telle que nous, on la catégorise en France, n'est pas un peu superflue dans votre travail d'écrivain. Esta sí que es una pregunta francesa. Sí. Ça, c'est vraiment une question typiquement française. Mira, no me gustan las etiquetas. Je n'aime pas les étiquettes. Yo creo que un escritor es aquel que utiliza la ficción para corregir la realidad. Un écrivain, c'est quelqu'un qui utilise la fiction pour raconter la réalité, la vérité. No, Pour équilibrer, pardon. Para contar. ¿Por qué digo equilibrar la realidad? Pourquoi équilibrer la réalité? Porque la realidad desnuda es demasiado árida. Car la réalité nue est trop aride. ¿Cuál sería la motivación, según tú, para escribir, para pintar, para componer? Quelle serait, à ton avis, la motivation pour écrire, peindre, composer? ¿Por qué dedicamos parte de nuestra vida a lo ficcional, a lo que no existe? Pourquoi est-ce qu'on consacre une partie de notre vie à ce qui est fictionnel, ce qui n'existe pas? Alors, il y a des réponses à ça. Il y a raconter une histoire. Ça peut être une première motivation. Comme quand on raconte une histoire à son enfant. Adulte, on finit par raconter des histoires aux autres. Donc ça, c'est une première motivation qui n'est pas forcément une motivation avec une intention. C'est peut-être juste la motivation de se faire plaisir de la fiction, en fait. C'est la première des choses. Après, il peut y avoir une intention derrière raconter une histoire. Ça, c'est encore un deuxième temps. Pero esa es la diferencia que... Mais c'est ça la différence dont je parlais au début, en fait. Entre un bon romancier et un très bon écrivain. Yo creo que usamos la literatura o el arte en general para corregir la realidad. Moi, je pense qu'on utilise la littérature ou l'art en général pour corriger la réalité. Y la experiencia común de la vida Et l'expérience commune de la vie, es el dolor. c'est la douleur. Y necesitamos entender de dónde viene Et on a besoin de comprendre d'où vient y cette douleur cómo condiciona nuestra existencia. et comment celle-ci conditionne notre existence. Si lo miramos desde ese punto de vista, toda la literatura nace de algo que nos falta, de un conflicto. Si on le voit depuis ce point de vue, en fait, toute littérature naît de quelque chose qui part d'un conflit, quelque chose qui nous manque. Todo libro que podamos leer, sea de literatura blanche o literatura noire, parte de algo que falta. Tout livre que nous pouvons lire, en fait, que ce soit de la littérature blanche ou de la littérature ou du roman noir, en fait, part de quelque chose dont on manque.
Yo no he leído ningún libro que desde la primera página hasta la última sea una persona que nos cuenta lo feliz que es. Il n'y a aucun livre qui, de la première page à la dernière page, nous raconte à quel point il est heureux. Ergo, ¿sería justo decir que toda la literatura es literatura noir? Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il serait juste et justifié de dire que toute la littérature est de la littérature noire? No. Non. Existe la literatura umbilical, Il y a aussi la littérature ombilicale, nombriliste, je ne sais pas, existe la metaliteratura, la métalittérature, existe la literatura dogmática, la littérature dogmatique aussi. pero al final lo que todos intentamos hacer es utilizar los elementos que están a nuestro alcance para corregir la realidad. Mais au final, ce qu'on fait, c'est d'utiliser tous les éléments qu'on a à notre disposition pour raconter, pour corriger la réalité, fictionnaliser la réalité. La función de un libro, como decía Gramsci, tiene que ser la de una herramienta. La fonction d'un livre, comme disait Gramsci, c'est que ce soit un outil. Una herramienta, sí. Una herramienta para provocar, a través de la manipulación, las emociones del lector. Un outil qui sert à provoquer à travers la manipulation la réaction du lecteur. Emocional. Émotionnel. Un libro que no emociona es un libro que no funciona. Un livre qui ne provoque pas d'émotion est un livre qui ne fonctionne pas. Entonces, solo un segundo más. Entonces, Juste une seconde. Creo que lo que marca la diferencia es el grado de profundidad en ese dolor o no. Et en fait, ce qui marque la différence en réalité, c'est le degré de profondeur qu'il y a entre les deux. Oui, alors ma question, c'était surtout sur la question des codes du roman policier, au sens où le roman policier a pour fonction d'éclairer un mystère, c'est-à-dire d'atteindre à une vérité, là où le roman noir n'atteint jamais la vérité. C'est toute la différence entre les deux. Exactement. Maintenant, vous avez dit dans une interview, je ne sais plus où parce que j'ai travaillé mes notes, mais je ne me rappelle plus dans quel journal, que ce livre aussi était votre livre le plus personnel. Est-ce que c'est parce que vous y avez intégré beaucoup de vous-même à l'intérieur, et j'y viens d'une manière très particulière, notamment dans la question de Diego, qui est un personnage qui se raconte, donc qui est sous une forme de confession, dans le fait qu'il est dans l'analyse en permanence, l'analyse psychologique, l'analyse de sa propre histoire, l'analyse de sa famille, et la question d'une enfance meurtrie par la figure d'un père dur. Est-ce que ça, c'est ce en quoi ce livre est le plus personnel pour vous? ¿Cómo? No, la pregunta sí que es fácil. La respuesta es saber hasta dónde quiero llegar yo. Non, la question en fait est facile. La réponse, c'est je ne sais pas jusqu'où je veux arriver dans ma réponse. Creo que un hombre es la suma de una serie de cosas. Je pense qu'un homme est une somme en fait toute une série de choses. Y entre esas cosas, evidentemente, una de las partes fundamentales es la infancia. Et parmi toutes ces choses, il y a une partie fondamentale qui est l'enfance. Y el primer universo, que es la familia. Et le premier univers qu'on affronte, qui est la famille. El problema que tenemos con el pasado todos los adultos es que lo mitificamos. Le problème que nous avons tous les adultes avec le passé, c'est qu'on le mystifie. En un sentido o en otro, en un sentido positivo o en un sentido negativo. Parfois dans un sens positif ou dans un sens plutôt négatif. De tal manera que el pasado es una cosa maravillosa porque podemos reinventarlo continuamente. Et c'est pour cela que le passé en devient merveilleux puisque nous pouvons le réinventer indéfiniment. A fuerza de repetición llegamos a creer esa biografía. Et à force de le répéter, en fait, on finit par croire cette biographie qu'on s'est créée. ¿Cómo me he construido yo como adulto? Comment je me suis construit moi en tant qu'adulte?
el contexto, el venir de una familia inmigrante, le contexte, le fait de venir d'une famille d'immigrants, el hecho de haber nacido en un barrio pobre de Barcelona, le fait d'avoir grandi, d'être né dans un quartier pauvre de Barcelone, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc. Pero este libro es difícil para mí porque es un intento de desmitificación de mi propia memoria. Mais en réalité, ce livre, il est difficile parce que justement, c'est une tentative de démystifier ma propre réalité, mon histoire. ¿Dónde está el hombre y dónde el escritor? Où est l'homme, où est l'écrivain? ¿Dónde está el que imagina una vida posible y el que acepta la realidad? Où est celui qui imagine une vie possible et où est celui qui accepte la réalité? Y llegar a la conclusión de que todos somos hijos de la memoria es inquietante. Et en arriver à la conclusion finalement qu'on est tous les enfants de la mémoire est quelque chose d'inquiétant. Porque a mí lo que me gustaría es que los lectores, cuando lean este libro, cuando acaben este libro, confronten sus propios recuerdos, su propia memoria con sus padres. Moi, ce que j'aimerais, lorsque les lecteurs arrivent au bout de ce livre, c'est qu'ils confrontent en fait leur propre mémoire à celle de leurs parents. Hay una anécdota que os quiero contar que ha pasado hace muy poquito. Il y a une anecdote que j'ai envie de vous raconter qui m'est arrivée il y a très peu de temps. Yo siempre he construido mi mitología personal a partir de ser hijo de una familia migrante. Moi, j'ai toujours construit ma propre mythologie à partir du fait d'être un enfant d'une famille d'immigrants. Aquí se cuenta la migración económica interior de una familia de Extremadura que llega a Barcelona en los años 50. Ici, dans le roman, il s'agit de l'histoire d'une famille d'immigrés qui part d'Extremadure vers la ville de Barcelone, vers la région de Barcelone. Esa creencia, que es la misma de Diego, et cet héritage, qui est le même que celui de Diego, construye una identidad. Fait qu'on construit grâce à cela une identité. Pero en realidad es un relato que me han contado porque yo era muy pequeño. Mais en réalité, c'est un récit qu'on m'a raconté puisque moi j'étais très petit. Aquí se habla de un barrio de Barcelona que existe, que es el barrio de Torre Baró. Là, il s'agit dans le roman d'un quartier pauvre de Barcelone qui a existé, qui s'appelle Torre Baró. Y se cuenta esta historia. Et c'est de là-bas qu'on raconte cette histoire. Pero yo era muy pequeño cuando me marché. Mais moi, j'étais très petit lorsque je suis partie. Entonces yo he alimentado toda mi biografía a partir de recuerdos que me han contado, historias que me han contado mis padres y mis abuelos. Donc en fait, j'ai alimenté toutes mes histoires et toute ma construction à partir d'histoires que m'ont raconté mes parents et mes grands-parents. Hace 2 meses se estrenó un film en España. Il y a 2 mois, il y a un film qui est sorti en Espagne. Que se llama El 47. En 47. En 47. El 47. El 47. Le 47e. D'accord. Ou le 47. Me voy a permitir una digresión para explicaros esta historia. C'est juste une petite digression que je vais me permettre pour vous raconter cette histoire. El 47 es la historia real de un conductor de autobuses que llevaba el autobús número 47. Donc c'est l'histoire réelle en fait du chauffeur du bus numéro 47. Que vivía en Torre Baró. Et qui vivait à Torre Baró. Es una historia real. C'est une histoire vraie. Este señor cada día tenía que bajar por la montaña, porque Torre Baró es como, imaginaros, como una favela. Et donc ce monsieur devait descendre de la montagne, imaginez cela un petit peu comme une favela. Y veía que sus hijos, su mujer, los niños, todos teníamos que ir al colegio a oscuras por la montaña para ir al colegio. Et il voyait qu'en fait, tous les enfants devaient, les mères, les familles devaient descendre en fait dans le noir depuis la montagne pour aller à l'école. Y entonces él insistía, pedía al ayuntamiento por qué no puede subir un autobús hasta ese barrio. Et il n'arrêtait pas de demander, il insistait auprès de la mairie en demandant si c'était pas possible qu'un bus puisse monter jusqu'à ce quartier-là. Y le decían que es que las carreteras eran muy estrechas y era muy peligroso. Et on lui répondait que les routes étaient beaucoup trop étroites et qu'il ne pouvait pas monter jusque-là. Un bus ne pouvait pas y monter. Bueno, pues él, por su cuenta y riesgo, un día cogió el autobús, fue a trabajar
y en un momento dado le dijo a los pasajeros, señores, bájense porque me voy para Torrebaro. Et donc il a pris cela à son compte quand même, et il a pris le risque et il a pris son service et il a dit aux passagers à ce moment-là de descendre du bus pour leur dire descendez tous puisque je vais monter à Torrebarro. Y algunos se quedaron dentro del autobús. Et certains passagers sont restés à l'intérieur du bus. Y él cogió ese autobús y subió Et por la avec, montaña hasta Torrebaro. et avec son bus, il est monté tout en haut de la montagne à Torrebarro. Allí le estaban esperando todos los vecinos porque efectivamente era una cosa orquestada. Et tout en haut l'attendaient en fait toutes les personnes qui habitaient le quartier, puisque c'était quelque chose qui était prévu, qui était planifié comme cela. Y había unos niños aguantando unas pancartas. Et il y avait même des enfants qui portaient des pancartes. Eso pasó en 1978. Et cela, ça a eu lieu en 1978. El franquismo duró todavía, Franco ha muerto, pero el franquismo no está muerto. Franco était mort, mais le franquisme perdurait encore à ce moment-là. A este señor lo acusaron de secuestro. Ce monsieur a été accusé de séquestration. Le pedían 15 años de cárcel. Et le dieron, Le pedían. le pedían, d'accord. Et ils voulaient le condamner à 15 ans de prison pour cela. Y todo el pueblo, todo el barrio se puso en contra de eso, ¿no? Y al final no acabó así. Et tout le quartier, en fait, a pris sa défense, et donc ça ne s'est pas terminé comme ça en prison. ¿A dónde voy con todo esto? Où vais-je avec tout cela? Uno de esos niños era yo. Un de ces enfants, c'était moi. Tenía 10 años. J'avais 10 ans. Uno de los mejores amigos de Manolo Vital, que era ese chofer, era mi padre. Un des meilleurs amis de ce chauffeur de bus, de ce conducteur de bus, Manuel Vital, c'était mon père. Porque los dos eran extremeños de Extremadura. Car ils étaient tous les deux originaires d'Extrémadure. Yo había olvidado esa historia hasta que vi la película. Moi, j'avais complètement oublié cette histoire jusqu'à ce que j'ai vu le film. La memoria es una cosa muy curiosa. La mémoire, c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez curieux. ¿Por qué elegimos unos hechos y olvidamos otros para contar lo que somos? Pourquoi finalement choisissons-nous certains faits et pas d'autres pour raconter ce que nous sommes? Cuando nos tenemos que presentar a alguien, siempre contamos las mismas anécdotas. Et quand on veut se représenter quelqu'un, on raconte toujours les mêmes anecdotes. Y de la misma manera. Et de la même façon. Y yo mi historia como escritor llevo explicándola de la misma manera casi 20 años. Et moi, mon histoire en tant qu'écrivain, je la raconte en fait depuis 20 ans de la même manière. Y quería contrastarla con la verdad. Quería saber si mi historia, la que yo cuento, era verdad. Et je voulais finalement quelque part la comparer avec la vérité. Je voulais voir si cette histoire que je racontais était vraie à travers ce roman. Entonces, construir un personaje como Diego para mí ha sido muy difícil. Donc construire un personnage comme celui de Diego a été très difficile pour moi. Porque era la verdad contra el escritor. Car c'était la vérité contre l'écrivain. Pero eso al lector no le tiene por qué importar. Mais je pense que ça importe peu au lecteur. Alors, si, ça importe beaucoup parce qu'en fait, justement, on s'interroge. Enfin, vous parliez tout à l'heure en introduction en disant que vous étiez devenu écrivain grâce aux bibliothèques. Et comme par hasard, Diego est devenu prof de littérature grâce aux bibliothèques. Il y a des ponts quand même entre l'écrivain et le personnage. Et ma question, justement, vous l'amenez directement sur la question des personnages. Il y a deux choses qui, moi, m'ont touché dans la construction de vos personnages et particulièrement, évidemment, des trois personnages historiques générationnels dans leur construction psychologique très fouillée et très, on va dire, très travaillée. C'est de me demander, et vous avez plus ou moins tendu la perche, s'il y arrive un moment où vous êtes dépassé par vos propres personnages. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment, comme certains auteurs, qu'ils finissent par vivre par eux-mêmes et par sortir du moule qui est vous, le créateur? Première question. Et question subsidiaire, parce que là, on parle beaucoup des hommes. Les femmes ont des positions assez terribles dans votre roman. La plupart, elles subissent la violence. Alma, la grand-mère, elle est mariée de force à Simon. La femme de Diego, elle supporte un mari infidèle.
La compagne du père de Diego est rejetée par tous. La sœur de Diego finit folle. Donc les femmes sont assez maltraitées dans ce roman. Et pourtant, ce sont elles qui enfantent, qui éduquent, qui protègent le plus souvent. Comment vous avez créé cette alternance entre ces deux figures masculines, féminines très fortes, mais d'un côté malsain d'un côté et victimière de l'autre? Esta segunda parte de la pregunta me parece muy, muy interesante. Cette deuxième partie de la question est vraiment très intéressante. Es evidente que, como yo hablaba al principio, de que este universo está habitado por personajes sin ideología, aquí no podemos hablar de feminismo ni de machismo. Il est évident que, comme je l'ai dit au début, cet univers en fait est construit sans idéologie. On ne peut pas ici parler de féminisme ou de machisme. Porque el feminismo no se construye aquí sobre la declaración, sobre el discurso, sino sobre los hechos. Car en réalité, ici, le féminisme ne se construit pas sur la déclaration, ni sur les faits plutôt. En el ostracismo de la miseria siempre hay círculos más profundos. Toujours dans l'ostracisme en fait, de la misère, en fait, il y a des cercles beaucoup plus fermés. En una familia como la de Diego, donde viven como invisibles, todavía hay gente más invisible, que son las mujeres. Et dans une famille comme celle de Diego, qui est déjà une famille invisible, il y a des personnages qui sont encore plus invisibilisés, qui sont les femmes. Y la única posibilidad de existir en una sociedad como la sociedad de los años 40, 50, 60 en España, la única posibilidad de existir como individuos es verter todas sus esperanzas y todas sus ilusiones en el hijo. Et en réalité, la seule possibilité de vivre dans cette société des années 40, 50, 60 en Espagne et d'exister en réalité, c'est de tout mettre tout son espoir, verser tout son espoir en fait dans le fils. Y en una cosa que se ha perdido mucho, que es la resiliencia. Et ce qui s'est beaucoup perdu, c'est la résilience. Aguantar, soportar. Supporter. Porque el amor, por ejemplo, el amor romántico, no existe. Parce que, par exemple, l'amour romantique n'existe pas. El amor romántico es un invento moderno. Car c'est une invention moderne. Solo impera el día a día. Tout ce qui compte, c'est le quotidien. Y la única posibilidad de rebeldía contra un sistema que te condena a ser invisible es proteger a tus hijos. Et en réalité, la seule façon en fait de se révolter, qu'il y ait une rébellion contre le système, c'est de le faire grâce à travers les enfants. Hay un personaje que yo adoro que es Alma Virtudes. Creo que esto lo encarna muy bien. Et il y a un personnage que moi j'adore qui est Alma Virtudes, qui incarne réellement tout cela. Alma Virtudes se pasa 40 años de su vida acumulando fuerza. Elle passe 40 ans de sa vie à accumuler une certaine force. 40 años. 40 ans de sa vie. Para llegar a un momento cumbre de la novela. Pour arriver finalement jusqu'au moment, au summum du roman. Que es levantar una sartén y enfrentarse a su marido cuando éste le va a golpear. Qui est le moment où en fait elle prend le manche d'un poêle au moment où son mari va la frapper pour justement l'affronter. Ver la expresión de Simón de perplejidad es la victoria de Alma Virtudes. Et la victoire d'Alma Virtudes, c'est de voir justement l'expression de Simon, son mari, qui est totalement perplexe face à cette situation. Su hijo ve en eso un acto de rebeldía. Son fils voit dans cet acte-là un acte en fait de révolte, de rébellion. De resistencia. De résistance. De fuerza. De force. Y eso, para él, convierte a su madre en la verdadera heroína de su familia. Et en réalité, c'est ça qui fait que sa mère devient donc la véritable héroïne de toute sa famille. Yo quería contar un poco, hacer un homenaje a las mujeres de mi familia. Je voulais quelque part raconter, rendre hommage aux femmes de ma famille.
Gente sin ideología, pero con principios. Des gens sans idéologie, mais avec des principes. Gente que era de hierro, no de cristal. Des gens des personnes qui étaient faites de fer, pas en verre, en cristal. Y que ha ido, a lo largo de los años, ha ido ganando territorio, terreno, con mucho sacrificio para salir por la puerta de casa. Qui ont petit à petit, avec le temps, gagné du terrain, peu à peu, afin de pouvoir sortir par la porte de leur maison. Mi abuela Ma grand-mère, conducía un 600. elle conduisait une Fiat 600. Fue la primera mujer de mi familia en tener carnet de conducir. Et c'est la première femme de ma famille à à obtenir le permis de conduire. Mi abuelo nunca se subía en el coche Et mon grand-père ne montait jamais avec elle en voiture. porque él no tenía carnet de conducir Parce que lui, par contre, n'avait pas le permis de conduire. y se sentía avergonzado. Et il en avait très honte. Los vecinos decían, tu mujer te lleva para arriba y para abajo. Et les voisins disaient, ta femme t'emmène par-ci par-là. Ese es un acto de rebeldía C'est un acte de rébellion de mi abuela. de ma grand-mère. Soy más lista que tú. Je suis plus intelligente que toi. Alors, le temps file, je pensais, enfin, j'ai 36 000 autres questions, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'en garder deux et après, je laisserai un peu la parole au public. Le titre du livre, c'est Le Fils du Père. Et comme vous le disiez tout à l'heure, dans ces années-là, on va dire le personnage marquant dans une famille, c'est le fils. Il y a des passages assez troublants dans votre roman. Je cite par exemple, quand vous écrivez « Un fils est censé connaître son père, mais le mien se dilue dans les mots, il m'échappe. La seule façon d'en conserver quelque chose, et non quelqu'un, de réel, c'est de me regarder dans son ombre. Pensez-vous vraiment qu'on puisse jamais connaître son père ? À vous lire et à lire vos personnages, il semblerait que cette connaissance soit toujours une promesse déçue. Et Diego, il dit aussi « La seule vérité que je connaisse de mon père, c'est son absence ». Et dans votre roman, les pères ne savent pas aimer, mais par contre, les fils savent les haïr pour ça. Bueno, ese es el gran drama, ¿no? C'est le grand drame, oui. C'est ça, le grand drame. Esa frase terrible y maravillosa al mismo tiempo que dice, siempre te quise, nunca supe quererte. Oui, cette phrase terrible et à la fois merveilleuse qui disait je t'ai toujours aimé, mais je n'ai jamais su te le montrer. Es uno de los, digamos, muros de esta novela que va más allá de lo anecdótico. C'est un des murs quelque part de ce roman qui va au-delà de la partie anecdotique. Es la incapacidad de comunicar emociones profundas. C'est l'incapacité, en fait, de réussir à transmettre des émotions profondes. Pero eso no significa que no se sientan. Eso no significa que no se sientan. Cela ne signifie pas pour autant qu'on ne puisse pas les ressentir. Entonces, claro, ¿qué sabe Diego de su padre? Donc, que peut connaître Diego sur son père? Sus actos, Les actes qu'il commet, pero no sus intenciones mais il ne peut pas connaître ses intentions. y no sus pensamientos. Et ses pensées non plus. Entonces, Diego ha construido una idea de su padre a partir de lo que él ha visto Donc Diego s'est construit sa propre idée de son père à partir des choses qu'il a pu voir y de lo que él juzga et de ce qu'il juge a posteriori. a posteriori. Cuando él es adulto y revisa su infancia, crea una imagen de su padre que a él le conviene. Une fois adulte, il construit cette image de son père, une image qui lui convient à ce moment-là. ¿Por qué? Porque Diego se ha construido a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Parce qu'il s'est construit, Diego s'est construit en tant que victime des circonstances. Mi padre es un monstruo Mon père est un monstre. y tengo que inventar o pensar o creer todo lo que justifique ese argumento. Et il faut donc que j'invente, je crois, tout ce qui peut justifier cet argument-là. Pero ¿en qué momento Diego ha intentado entender a su padre? Mais à quel moment, en réalité, Diego a essayé de comprendre son père? ¿En qué momento hemos intentado entender a nuestros padres?
Et à quel moment avons-nous nous-mêmes essayé de comprendre nos pères? Hay un ejercicio maravilloso que yo hice para escribir esta novela. Il y a un exercice merveilleux que j'ai fait, moi, pour écrire ce roman. Yo les propongo que imaginen a sus padres antes de que nacieran ustedes. Je vous propose d'imaginer vos parents avant votre propre naissance. ¿Cómo eran cuando tenían 15 años, Comment 16 étaient-ils años? quand ils avaient 15-16 ans? Imagínenlos Essayez de les imaginer. y verán que no son tan diferentes, no eran tan diferentes a como ustedes. Ils ne sont probablement pas beaucoup plus différents que vous-même. Eso se llama empatía. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Pero para empatizar con nuestros padres tenemos que superar el muro generacional Mais pour réussir à ressentir de l'empathie envers nos parents, il faut dépasser l'abîme en fait, générationnel, le No. mur générationnel. No le podemos pedir a un hombre como el padre de Diego, criado en la violencia, On ne peut pas demander à quelqu'un comme le père de Diego qui a grandi dans la violence, que ha construido su forma de estar en el mundo a través de la fuerza física, qui a construit sa place en fait au sein de la société et dans la vie à base de force. no es justo que Diego le pida a su padre una palabra como te quiero. Donc Diego ne peut pas, en toute justice, demander à son père un mot tel que je t'aime O que lo abrace, ou qu'il le prenne dans ses bras. porque eso es no entender quién es su padre. Car ça serait tout simplement dire qu'il ne comprend pas comment est son père et qui il est. Pero en toda la novela, que hay muchísima violencia familiar, Mais dans tout le roman, qui contient énormément de violence familiale, el padre de Diego jamás lo agrede físicamente. Jamás lo agrede físicamente. mais en réalité, dans tout le roman, le père de Diego n'agresse jamais physiquement son fils. Vemos cosas que hace que nos llenan de ternura. On voit d'ailleurs certains gestes qui nous remplissent de tendresse. Lo vemos ir a trabajar en trabajos que odia, soportando humillaciones para que su hijo pueda ir a la universidad el día de mañana. On le voit aller travailler dans des situations où il doit subir beaucoup d'humiliations pour que son fils puisse après à l'université et financer ses études. El padre de Diego vende su alma al diablo Le père de Diego, en fait, vend son âme au diable para hacerse rico pour devenir riche, y que su hijo esté orgulloso de él. pour que son fils puisse être fier de lui. A Diego nada de eso le importa, Mais tout ça, Diego s'en fiche. porque él se ha construido a sí mismo Car Diego s'est construit lui-même como víctima de la violencia de su padre. comme une victime donc de la violence de son propre père. Entonces no hay manera de que puedan entenderse Donc il n'y a pas de possibilité pour qu'ils puissent s'entendre hasta que es demasiado tarde. jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si para ustedes no es demasiado tarde, superen ese muro. Si pour vous ce n'est pas trop tard, n'hésitez pas à surmonter ce mur. Bon, ouf. Je vais essayer de ne pas rester sur une note tout à fait sombre, même si le roman est parfois très cruel et obscur, mais en même temps, ça fait partie de sa force. De temps à autre, il transparaît une lueur dans la nuit qui prend la forme de l'amour, même si il ne semble surgir qu'à des rares exceptions. Mais vous lui appliquez une valeur un peu fugitive quand vous écrivez « L'amour ne répond pas à des exigences, ne vient pas quand on l'appelle, mais quand ça lui chante. C'est une nature mystérieuse qui passe du froid au chaud, de la brutalité au pardon, de l'orgueil à l'humilité, de l'absence à la présence. » Donc ma dernière question, ce sera, est-ce que l'amour est une forme illusoire de salut ? Es que yo creo que es lo más importante que existe. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, en tout cas qui existe. Si no aspirásemos al amor, estaríamos vacíos. Si on n'aspirait pas à trouver l'amour, on serait vide. Pero volvemos a lo mismo, cuidado con la mitificación. Mais une fois de plus, on revient à ce qu'on disait, attention avec la mythification. Porque para amar hay que conocer. Parce qu'il faut connaître le mal. Y amar conociendo es muy difícil. Amar conociendo es muy difícil. Oui, aimer en sachant de quoi il retourne, c'est très difficile. Porque no existe el relato, solo la realidad.
Parce que le récit n'existe pas, seule la réalité existe. pero siempre vale la pena intentarlo. Mais ça vaut toujours la peine d'essayer. Yo creo que uno de los dramas de Diego es ese, precisamente, Et l'un des drames justement de Diego, c'est ça précisément. que a él lo aman, pero él no sabe amar. Lui, il est aimé, on l'aime, mais lui, il ne sait pas aimer. Finalmente acaba repitiendo el mismo patrón que su padre y que su abuelo. Et finalement, il reproduit exactement le même modèle que son père et que son grand-père. No tanto por el hecho anecdótico, que importante para la novela, de que también es un asesino, Non pas à cause de l'anecdote en question, puisqu'il devient lui aussi un assassin dans le roman, mais plutôt sino sobre todo porque él también es incapaz de emociones profundas. mais parce que lui aussi, il est incapable de ressentir ses émotions profondes. Se ha convertido en una persona completamente anafectiva. Il s'est transformé en une personne, en fait, incapable de ressentir de l'affection. Alors, on est allé sur des sujets un peu plus profonds, mais ça reste un roman avec énormément d'histoires, énormément de passages romanesques, avec de grandes aventures, notamment de Simon quand il est au fin fond de la Russie et qu'il subit une forme de déportation des armées allemandes par les Russes. Quand le père de Diego, lui, se retrouve dans le Sahara oriental. Bref, il y a aussi un arrière-plan géographique qui n'est pas centré que sur la petite vie familiale et le petit quartier de Barcelone dans lequel tout ça se finit par se résoudre. Est-ce que vous avez quelques questions dans la salle? N'hésitez pas. Tout est donc clair pour vous? Est-ce que vous voulez que je continue à poser d'autres questions? Est-ce que c'est par timidité ou par désintérêt? Alors, je vais essayer d'ouvrir sur une question plus vaste. Ce qui transparaît beaucoup dans votre roman, c'est le comportement des pères, on l'a dit, chacun vivant avec un traumatisme enfoui, et chacun vivant avec le silence, puisque c'est des pères qui ne parlent pas, qui n'expriment rien de leur souffrance aux autres. Et quand ils le font, ça passe par des actes violents, ça passe pas par des mots. Ils ont traversé l'histoire, ils ne transmettent pas à la génération suivante ce qu'ils savent de l'histoire et de ce qu'ils ont traversé. Est-ce qu'en Espagne, aujourd'hui, la transmission de la mémoire et de l'histoire douloureuse des familles a été suffisante ou pas? C'est la grande question. Es la gran cuestión. C'est la grande question. Creo que no hablamos lo suficiente de lo importante. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment de ce qui est important. Hablamos mucho de el hecho histórico. On parle beaucoup du fait historique. Discutimos mucho sobre el hecho político. On débat beaucoup sur le sujet politique. En ese sentido, de verdad, creo que ha habido un ejercicio honesto desde los años 80 hacia esta parte de entender el hecho histórico. D'ailleurs, il y a eu, je pense, un exercice honnête qui a été fait depuis les années 80 jusque maintenant d'expliquer et d'analyser le fait historique. Pero no somos capaces de salir de esa interpretación ideológica política. Mais on n'arrive pas en fait à sortir, à prendre de la distance de cette interprétation politique idéologique. Con lo cual, la guerra de España se convierte en un arma arrojadiza. Donc la guerre d'Espagne se transforme en un arma arrojadiza, en un elemento de confrontación. Et en réalité, une arme, en fait, un moyen de créer du conflit. Que le falta el respeto a esta gente. Et qui finalement est une façon de manquer de respect à ces gens-là. Es decir, a las víctimas de la historia. C'est-à-dire aux victimes de l'histoire. Cuando una tragedia así queda en el cenáculo intelectual, se le priva de su verdadera esencia.
En fait, quand cette histoire, ce type de tragédie reste circonscrite en fait dans un cénacle culturel, en fait, on la prive intellectuelle, on la prive en fait de sa réalité. Y la realidad es que nuestra sociedad ha heredado una serie de carencias y de hábitos que persisten hoy en día. Et je pense qu'en réalité, notre société a hérité toute une série de carences et de manques qui perdurent aujourd'hui. Y de características incluso, ¿no? Même de certaines caractéristiques. Esa pulsión, por ejemplo, hacia la violencia. Cette pulsion, par exemple, envers la violence. De entender el diálogo político como enfrentamiento. D'entendre, de vivre en fait le dialogue politique comme une confrontation, un affrontement. La desconfianza absoluta hacia las instituciones. Le manque de confiance absolue envers les institutions. Y la pulsión demagógica. Et la pulsion démagogique. Solo desde este punto de vista se puede entender la evolución de la política en España en los últimos años. Et c'est seulement depuis ce point de vue-là qu'on peut comprendre en fait l'évolution de la politique en Espagne ces dernières années. El volver a los extremismos. De revenir vers a los extremismos. Los extremismos. Et de revenir en fait vers les extrémismes. Significa que nos aferramos a una visión de la realidad que solo nos justifica a nosotros. Finalement, c'est comme si on restait attaché à une vision qui nous construye a nosotros, que nos construit en fait une vision intérieure. Pero yo sigo echando de menos hablar de las emociones. Mais moi, ça me manque de parler des émotions en fait. Sigo echando de menos hablar de lo que significa la ruptura familiar. Moi, ce qui me manque le plus, c'est de parler des émotions, de ce que ça signifie en fait la rupture au sein d'une famille. ¿Y qué significa que toda una generación de españoles viviera la violencia extrema? Et que signifie en fait le fait que toute une génération d'Espagnols ait pu vivre une violence extrême? Pensad que hay españoles que empezaron la guerra en 1936. Il y a des Espagnols qui ont commencé la guerre en 1936 y la han acabado en 1945. et qui ont fini la guerre en 1945. 10 años. 10 ans. Ha habido españoles que han pagado penas de cárcel durante 20 años sin haber cometido ningún delito. Et il y a des personnes qui ont fait 20 ans de prison alors qu'ils n'avaient commis aucun délit. Ha habido españoles que han perdido su casa, su patria, su nación, su pasaporte y se han tenido que venir a vivir a un país extranjero. Il y a des Espagnols qui ont perdu leur patrie, leur nation, leur passeport et qui ont dû aller vivre dans des pays étrangers. Y que sus hijos, nacidos aquí, no quieren hablar español. Et leurs enfants qui sont nés là, qui ne veulent pas parler espagnol. Porque España hizo daño a sus padres. Car l'Espagne avait blessé leurs parents. Es eso lo que yo echo de menos. Las tragedias. C'est ça qu'il me manque, les tragédies. Personnelles. Yo no he visto ningún foro en España donde las personas puedan hablar libremente de sus sentimientos. Moi, je n'ai vu aucune situation en fait en Espagne, aucun forum en Espagne où les gens pouvaient parler librement de leurs sentiments. Es la ideología y el historicismo el que se han apropiado de esa tragedia. Car en réalité, c'est l'idéologie et l'historicité qui s'est appropriée en fait de tous ces événements. Oui, c'est ce que je disais au début en disant que votre roman transpirait de l'âme espagnole. C'est un peu ça l'idée. Eh bien voilà, merci.